Dans cet épisode de Cruauté en face, nous plongeons au cœur d'un drame aussi choquant que bouleversant. L'affaire Fadim Şahindal. Cette histoire, venue de Suède, révèle la tragédie d'une jeune femme qui a osé défier les traditions étouffantes de sa famille pour vivre librement. Mais son désir d'indépendance et d'amour s'est heurté à une violence implacable. Derrière les apparences d'une famille respectable se cachait une obsession de l'honneur, prête à tout pour préserver des valeurs rigides. Je suis Genéza et aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi cette affaire glaçante où les notions de contrôle, de rejet et de devoir familial ont conduit à un crime d'une brutalité insoutenable. Préparez-vous, l'obscurité n'a jamais été aussi proche. L'affaire dont nous parlons aujourd'hui a secoué la Suède, mais avant de plonger dans les détails, faisons un détour par le Moyen-Orient, en Turquie, plus précisément dans la petite ville d'Al-Bustan. Une bourgade de 71 000 âmes où, en 1976, est née Fadim Şahindal. Issue d'une famille kurde, elle était l'aînée, la première d'une fratrie composée de son père Rahmi, de sa mère, de ses 4 sœurs et de son jeune frère Mesut. Fadim et sa sœur Songül ont décrit leur enfance comme partagée entre des moments de joie dans les champs, entre agriculture et élevage, et des épisodes bien plus sombres. Car derrière les sourires familiaux se cachaient des violences physiques, des maltraitances. Oui, la brutalité familiale faisait partie de leur quotidien, même si, selon elles, il n'y avait pas d'autre problème, comme si les coups pouvaient se banaliser. Mais à seulement 7 ans, Fadim a vu sa vie basculer lorsque la famille Şahindal a quitté la Turquie pour s'installer à Uppsala. Ce déménagement aurait pu être synonyme de renouveau. Et, en effet, la Suède lui a offert un souffle d'air frais. Fadim, curieuse et avide de savoir, rêvait de s'instruire, de sortir des carcans familiaux. Naturellement rebelle, contestataire, perfectionniste même. Mais les vieilles traditions ont la peau dure. Sa famille, fidèle à ses principes conservateurs et rétrogrades, n'a pas vu d'un bon œil cette soif de liberté. Comme souvent, les ambitions d'une fille devenaient une menace pour l'ordre établi. Il voulait la marier rapidement, à son cousin resté en Turquie. Mais Fadim, elle refusait catégoriquement. En 1996, alors qu'elle brillait par son talent, une lettre d'admission à l'université arrive enfin chez elle. Une chance inouïe qui finit déchirée. Son propre père, Rami, a préféré cacher la vérité, jetant cette lettre comme on balaie un rêve sous le tapis. Il était hors de question pour lui que sa fille poursuive des études. Les ambitions de Fadim devaient mourir là, étouffées par des traditions poussiéreuses. Après avoir découvert, d'une manière ou d'une autre, qu'elle avait été acceptée à l'université, Fadim a été submergée par la colère. Comment ses propres parents avaient-ils pu lui cacher une telle opportunité? Mais malgré les conflits familiaux qui s'envenimaient, elle a tenu bon. Cette même année, en 1996, elle a finalement réussi à intégrer l'université. C'est là qu'elle a rencontré Patrick, un camarade de classe d'origine irano-suédoise. Patrick connaissait bien les traditions du Moyen-Orient. Et c'est peut-être pour cela qu'il a su si rapidement tisser un lien fort avec Fadim. Leur relation est devenue amoureuse, secrète et, surtout, strictement interdite aux yeux de la famille de Fadim. Les rumeurs ont commencé à circuler. Certains mollahs ont insinué qu'il y avait des problèmes d'ordre sexuel entre eux. Comprendre, Fadim devait rester vierge jusqu'au mariage. Évidemment, pendant 1 an, leur amour a grandi, mais un mur infranchissable se dressait entre eux, sa famille. Et puis, en 1997, comme on dit, le soleil ne reste jamais derrière la montagne. Par un malheureux hasard, Rahmi, le père de Fadim, a surpris le couple dans la rue. Imaginez la scène. Les cris, la colère et selon certaines sources,
Rahmi aurait même levé la main sur sa fille. Patrick, conscient des traditions, a tenté d'apaiser les tensions. Il a voulu officialiser leur relation, une demande en mariage, une façon de prouver qu'il était sérieux. Mais Rami, il a refusé, froidement. Il a craché ces mots. « Tu as des racines suédoises, des racines européennes. Je ne marierai pas ma fille à un étranger. » Ah, ce bon vieux prétexte de la pureté du sang. Selon lui, accepter ce mariage serait ouvrir la porte à d'autres unions inacceptables. Et puis, il y avait cette peur, que ces autres filles, surtout la plus jeune qui n'était pas encore mariée, puissent elles aussi vouloir choisir leur mari. Impensable. Fadime, elle, étouffait. Elle devait obéir, suivre des règles qui la brisaient. Étudier devenait un combat, voir Patrick, un défi quotidien. Et elle savait que son père ne céderait jamais. Alors, après 1 an d'oppression, en 1998, elle a pris la décision qui allait tout changer, fuir. Elle a quitté la maison familiale, décidée à commencer une nouvelle vie loin de cette prison. Elle a déménagé dans la ville de Sundsvall, un endroit où sa famille ne pourrait plus l'atteindre. Mais le destin, lui, n'a aucune pitié. Fadime, pleine d'espoir, s'apprêtait à reconstruire sa vie avec Patrick. Ils avaient trouvé une maison, un nouveau départ. Le 3 juin 1998, Patrick a pris la route pour les rejoindre. Ce jour-là, une tempête infernale s'est abattue. Vent violent, pluie diluvienne. Et puis, le drame. Il a eu un accident, un choc si violent qu'il est mort sur le coup. Imaginez, Fadime venait de fuir sa famille pour bâtir un avenir avec l'homme qu'elle aimait. Et voilà que cet avenir s'éteignait brutalement, le seul qui la soutenait, le seul qui croyait en elle. Disparu. Juste comme ça. Patrick a été enterré à Uppsala. Fadime, elle n'a même pas pu assister à ses funérailles. La peur de croiser son père la paralysait. Pire encore, un proche de Rahmi, un député kurde suédois, est intervenu. Il a passé un accord avec son père. Si Fadime n'osait plus remettre les pieds à Uppsala, Rahmi promettait de ne pas la traquer. Résultat, elle a dû faire le deuil de l'homme de sa vie, à distance, sans un dernier adieu, cruel, injuste. Mais pour elle, ce n'était que le début d'un cauchemar sans fin. 1 semaine après l'enterrement de Patrick, Fadime a dû retourner à Uppsala pour régler des formalités administratives liées à l'université. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce bref passage allait presque lui coûter la vie. Par un sinistre hasard, elle est tombée sur son frère Mesut à la gare routière. Et là, plus aucune barrière, ni la loi suédoise, ni la foule, rien. Mesut s'est jeté sur elle avec une violence inouïe, la rouant de coups. Mais attention, il ne voulait pas simplement lui donner une leçon. Non, il voulait la tuer. Pourquoi une telle rage? Eh bien, pendant l'absence de Fadime, certains hommes de la famille Shahindal avaient soigneusement semé le poison dans l'esprit de Mesut. Tu es mineur, tu peux la tuer, tu ne risqueras pas grand-chose. Charmant, non? Les adultes, eux, savaient qu'ils risquaient gros. Alors, ils ont manipulé le plus jeune. Résultat, Mesut a saisi la première occasion pour passer à l'acte. Heureusement, des passants sont intervenus et ont arraché Fadime des griffes de son propre frère. Mais ce jour-là, elle a compris. Ce n'était pas de simples menaces. Sa famille voulait vraiment sa mort. Sa propre famille. Tout ça parce qu'elle avait osé choisir une autre voie. Brisée mais pas vaincue, elle a décidé de se battre. Elle parlait parfaitement suédois, un atout précieux dans ce combat. Elle s'est tournée vers les services d'aide aux femmes, dénonçant les violences et les menaces de sa famille. La police suédoise a pris l'affaire au sérieux et lui a fourni une nouvelle identité, secrète, pour la protéger. Mais Fadime voulait aller plus loin. Se cacher, ce n'était pas suffisant. Alors,
elle a décidé de parler, haut et fort. Invitée à une émission de radio, elle a raconté son histoire, sans filtre. Elle a dénoncé les violences subies, les traditions oppressantes, les coups reçus de son propre frère. Et cette phrase, glaçante, qu'elle a prononcée, ce n'est pas parce qu'une famille existe qu'elle veut forcément le bien de ses enfants. Elle a raconté ce jour où Messoud l'a battue à la gare. Mon corps était si engourdi, j'étais convaincue que c'était mon dernier jour sur terre. Malgré tout ça, elle n'a pas fléchi. Elle a affirmé avec force « Patrick n'aurait jamais voulu que je cède. Je n'ai pas peur d'eux, je continue. » Ces prises de parole publiques ont mis la famille Shahindal dans une position inconfortable. Leur réputation, si précieuse, s'effritait, mais Fadim n'en avait cure. Elle a porté plainte contre Messoud. Résultat, 5 mois de prison et une amende. Une punition bien légère, mais symbolique. Et pourtant, les menaces ont continué. Des appels, des messages. Rami, le père, Messoud, le frère. Toujours les mêmes voix, les mêmes menaces de mort. Mais dans ce flot de haine, il y avait une voix différente, celle de sa petite sœur, une lueur d'humanité. Elle lui disait combien elle lui manquait. Fadim, elle aussi, souffrait de cet éloignement. Elle rêvait de revoir sa mère, de serrer dans ses bras cette petite sœur qui n'avait que 13 ans. Fadim lui confiait ses pensées les plus sombres. Pourquoi nous? Pourquoi ce destin si cruel? Pourquoi sommes-nous condamnés à vivre cela? Une question restée sans réponse. Le poids des traditions. Pourquoi est-ce que certaines d'entre elles transforment la vie des filles, surtout celles du milieu, en véritable calvaire? Pourquoi notre destin doit-il être si compliqué? Fadim, elle, refusait d'accepter cette fatalité. Éduquée, brillante, étudiante en sociologie, elle connaissait parfaitement ses droits. Alors, elle n'a pas hésité à signaler à la police les intimidations répétées de sa propre famille. C'est d'ailleurs grâce à ces plaintes qu'un mandat de comparution a été délivré contre les Shahindal. Elle a déposé plainte pour harcèlement psychologique et civil. Et le jour où elle a dû faire face à son père et à son frère au tribunal, ceux-là même dont elle fuyait la violence, elle s'est tenue droite, courageuse, déterminée à défendre ses droits. Pas question de baisser la tête, pas question de cacher la vérité. Sa bravoure ne signifiait pas qu'elle cherchait à nuire à sa famille. Non, elle voulait simplement briser ce cercle vicieux. Et ce combat a porté ses fruits. Une ordonnance d'éloignement a été prononcée. Son père et son frère n'avaient plus le droit de s'approcher d'elle. Mais parmi les figures les plus glaçantes de cette histoire, il y avait Messoud, le plus jeune frère, un clone miniature de son père, sans pensée propre, nourri du conservatisme aveugle de la famille. Une haine viscérale pour Fadim. Pourquoi? Mystère. Lors d'une pause au tribunal, il n'a pas hésité à la coincer dans un coin, à l'insulter et à la menacer de mort, en plein tribunal devant tout le monde, sans honte, sans peur. Résultat, une assignation à résidence. Mais soyons honnêtes, certains esprits sont tout simplement irrécupérables. Novembre 2001. Fadim prend la parole lors d'un séminaire au Parlement suédois sur les violences faites aux femmes. Face aux représentants politiques, aux médias, aux décideurs, elle raconte son calvaire. Elle dénonce le poids des traditions patriarcales dans les familles musulmanes conservatrices. Elle parle de sa propre vie, sans détour. Ce discours a marqué un tournant. Elle est devenue un symbole, une voix pour toutes ces femmes enfermées dans des familles où les traditions étouffent. Mais le temps file, et nous voilà en janvier 2002. Fadim se préparait à partir pour un stage en Afrique, probablement au Kenya. Avant ce grand départ, elle voulait revoir sa mère et ses sœurs. Alors, elle a appelé Songül pour organiser une rencontre. Discrètement, car oui,
Même un simple appel était risqué. Songül a compris. Elle a appelé leur mère avec prudence. « D'accord, j'apporterai certaines choses chez toi. » Un code pour ne pas éveiller les soupçons de Mesut et de son père. Ce soir-là, chez Songül, tout semblait paisible. La mère, Fadim et Songül ont cuisiné, discuté, ri, un moment rare, précieux. Mais cette quiétude a été brutalement brisée. La sonnette retentit. Songül pense d'abord que c'est leur petite sœur de 13 ans. Mais non. En jetant un œil, elle voit leur père, Rami, furieux, martelant la porte. Il crie, il frappe, la panique monte. Songül refuse d'ouvrir. Elle intime à sa mère et à Fadim d'éteindre les lumières, de rester silencieuse. Fadim, toujours soucieuse de ne pas causer d'embarras, chuchote « Tu veux que je me cache dans la salle de bain? Sous le lit? Comme ça, tu pourras ouvrir sans qu'il fasse un scandale devant les voisins. » Même dans la peur, elle pensait à protéger sa sœur. Mais Songül refuse. Rami, à force de frapper, finit par partir. Enfin, elle respire, mais pas pour longtemps. Il les surveillait encore. Une demi-heure plus tard, la sonnette retentit de nouveau. La tension monte, mais cette fois, ce n'est que leur petite sœur, un soulagement. Elles passent du temps ensemble, mais la plus jeune sait qu'elle ne peut pas rester. Elle risque d'attirer les soupçons. Avant de partir, leur mère lui demande de prévenir leur père qu'elle dormira chez Songül ce soir. Elle ne savait pas encore que cette nuit marquerait un point de non-retour. Ce soir-là, tout semblait sous contrôle. La mère de Songül avait décidé de rester chez elle, tandis que Fadim devait être récupérée discrètement par une amie en voiture, juste devant l'immeuble. Un plan simple mais prudent, surtout pour éviter que quiconque ne la croise dans la rue. Fadim se prépare à partir. Elle embrasse sa mère une dernière fois, serre sa sœur Songül dans ses bras, puis elles descendent ensemble les escaliers. Une dernière étreinte, une dernière descente. Mais au moment où la porte de la copropriété s'ouvre, l'horreur, Rami, son père, debout devant la porte, immobile, son visage est une pierre de rage, ses yeux injectés de sang, et dans sa main, une arme. Il n'avait pas bougé depuis tout ce temps. Pas un instant de répit, juste une haine brûlante qu'il avait dévorée pendant des heures. Et puis, sans réfléchir, sans hésitation, il appuie sur la gâchette. Le coup de feu déchire la nuit. Fadim s'effondre. Le premier tir, en pleine tête, instantanément mortel. La médecine légale confirmera plus tard que ce tir l'avait tué sur le coup. Mais pour Rahmi, ce n'était pas assez. Sa colère, dévorante, réclamait plus. Il tire encore. Une balle qui manque, puis une autre, qui frappe de nouveau le corps sans vie de sa propre fille. Fadim gisant au sol, baignant dans son sang. Songül est figé, terrifié, paralysé. Ce n'est que lorsque les voisins, alertés par les détonations, descendent pour voir ce qu'il se passe qu'elle reprend ses esprits. On l'aide à appeler les secours. La voix tremblante, elle murmure au téléphone « Mon père a tué ma sœur ». Rami, 54 ans. Ce soir-là, il n'a pas hésité à abattre sa fille. Mais face aux autres, l'homme s'est défilé. Il a pris la fuite, comme un lâche. Pourtant, il n'aura pas fui longtemps. La police l'a arrêté quelques heures plus tard. Et là, sans la moindre émotion, sans la moindre trace de regret, il a tout avoué, froidement, haut et fort. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Dans les crimes d'honneur, les meurtriers portent souvent leur acte comme un insigne de fierté. Rami n'échappait pas à cette règle. Aucun remords, juste l'arrogance d'un homme persuadé d'avoir rétabli l'ordre. Le 4 février 2022, Fadim Shahindal, 26 ans, a été enterré. Ironie cruelle. Dans cette même ville d'Uppsala où, de son vivant, elle n'avait pas le droit de poser un pied. Là où elle était traquée, persécutée, mais une fois morte, elle y reposait.
Mais Fadime n'était plus seulement une victime, elle était devenue un symbole. Son meurtre a bouleversé la Suède. Politiciens, militants, journalistes. Même la fille du roi de Suède a assisté à ses funérailles. Des milliers de personnes se sont rassemblées. Et ce jour-là, un geste fort. Seules des femmes ont porté son cercueil. Aucun homme n'a été autorisé à s'en approcher. Une ultime déclaration, un dernier hommage. Fadime Şahindahl n'aura pas vécu libre, mais sa mort a ébranlé un pays. Le mardi 12 mars 2002, le procès tant attendu de Rami Şahindahl s'est ouvert au tribunal d'Uppsala. Face au juge, Rami, le meurtrier de sa propre fille, a livré une déclaration pour le moins déroutante. Il a tenté de justifier l'injustifiable, affirmant qu'il avait tué Fadime parce qu'elle l'avait insulté. Oui, vous avez bien lu, une insulte. Et, selon lui, des membres de la famille l'auraient encouragé à passer à l'acte, le convainquant que lui pardonner serait une honte pour l'honneur familial. Rami a expliqué que, ce soir-là, après avoir tambouriné à la porte de Songül sans qu'on lui ouvre, il était rentré chez lui, ivre, et puis, après être revenu, il ne savait plus vraiment ce qu'il faisait. Vraiment ? Pourtant, ses gestes ne laissaient aucun doute. Ce n'était pas un accès de colère passager, pas un acte irréfléchi. Il n'a pas tiré une seule fois sous le coup de la colère. Non, il a tiré, puis rechargé, et tiré encore. Une rage froide, maîtrisée. Et le comble de l'horreur, la propre mère de Fadime a refusé de témoigner en faveur de sa fille. La seule à avoir eu le courage de parler, c'était Songül. Elle a dénoncé sans détour le crime prémédité de leur père, expliquant qu'il était venu armé, avec l'intention de tuer. Songül semblait désormais porter en elle la même flamme que Fadime. Après la mort de sa sœur, elle a pris la parole publiquement pour dénoncer les violences infligées aux femmes par des familles conservatrices comme la sienne. Mais le procès a vite pris une tournure absurde. Rami a tenté de brouiller les pistes avec un scénario grotesque. Selon lui, après être rentré chez lui, un proche serait venu le chercher. Ce mystérieux individu armé illégalement aurait tué Fadime à sa place et l'aurait ensuite menacé. « Prends la responsabilité ou je tuerai le reste de ta famille. » Une histoire bancale, appuyée par la mère, mais balayée par les preuves accablantes. Rami connaissait des détails du meurtre que seul le véritable tueur pouvait savoir. Même son propre neveu Kim a tenté de se sacrifier, affirmant « Oui, c'est moi qui ai tué Fadime ». Mais face aux incohérences et aux preuves solides, le tribunal a rejeté cette tentative désespérée. Rami a été reconnu coupable et condamné à 24 ans de prison, une peine qu'il a tenté de marchander, osant demander combien de temps il devait réellement purger. Pathétique, mais la justice suédoise a ses failles. Grâce aux réductions de peine, il a été libéré en 2018 après seulement 16 ans derrière les barreaux. Et Mesut, ce frère qui avait déjà tenté de tuer Fadime, il a plongé encore plus profondément dans la criminalité. En 2011, il a tiré sur sa propre fiancée. Comme un écho tragique de ce que son père avait fait. La jeune femme a survécu, mais Mesut a écopé de 4 ans de prison. Libéré en 2014, il est retourné régler ses comptes avec la famille de sa fiancée, cette fois armé d'un couteau. Mais la police suédoise était sur place. 3 agents lui ont ordonné de lâcher son arme. Il a refusé. Alors, ils ont tiré. 1 balle dans la tête, mort sur le coup. Fin de l'histoire. Mais le malheur ne s'arrête pas là. Cette même année, Songül, devenue militante des droits des femmes, a été retrouvée morte chez elle. Pas de signes évidents d'agression, aucune enquête approfondie. Officiellement, rien de suspect. Mais entre nous, comment ne pas soupçonner quelque chose de plus sombre? Une jeune femme, en pleine force de l'âge, militante engagée,
retrouvée morte sans explication, le doute plane. Le destin de Fadim et de sa famille est une tragédie sans fin. Une histoire de violence, de contrôle et d'honneur perverti. Après sa libération de prison, Rami a tenté de se racheter, ou du moins de donner cette illusion. Il s'est soudainement découvert une âme mystique, se rapprochant de figures spirituelles et adoptant un comportement presque religieux. Mais le plus surprenant, il a écrit un livre. Oui, un livre entier où il raconte sa vie, le meurtre de sa fille Fadim et, tenez-vous bien, les soi-disant complots politiques orchestrés par les politiciens suédois contre lui. Sur la 4e de couverture, il déverse ses états d'âme. Il parle de son enfance difficile, de son adolescence chaotique, de ses voyages avant de poser ses valises en Suède, et même de ses émotions au moment où il a ôté la vie à sa propre fille. Un récit présenté avec une douleur sincère, paraît-il. Pourtant, cette version des faits n'est qu'un nouveau rôle qu'il endosse, une comédie qu'il continue de jouer jusqu'à la dernière page, comme si ces mots pouvaient effacer le sang sur ses mains. Et la mère de Fadim dans tout ça? La dernière image que l'on garde d'elle, c'est celle d'une femme effondrée, serrant la photo de son fils Mesut, abattu par la police. Devant les caméras, elle pleure, elle crie, elle accuse l'État suédois d'avoir tué son fils. Une douleur bien bruyante. Pourtant, où était cette douleur lorsque sa fille Fadim a été assassinée par son propre mari? Silence, pas de plainte, pas de revendication. Pire encore, elle a soutenu Rahmi au tribunal. Fadim aimait profondément sa mère, c'est vrai, mais cette mère-là a choisi de protéger son mari meurtrier plutôt que de défendre sa fille innocente. Une loyauté qui glace le sang. Le destin de la Benjamine de la famille Shaindal reste enveloppé de mystère. Aucune information concrète ne circule à son sujet. Elle vit probablement quelque part sous une identité protégée avec un nouveau nom. Un choix qui semble inévitable lorsqu'on considère le poids de l'héritage familial. Mais revenons à Kim Shaindal, ce fameux neveu de Rami, celui qui avait prétendu être le véritable meurtrier de Fadim pour protéger son oncle. Eh bien, des années plus tard, en 2016, une semaine avant Noël, Kim a plongé dans l'horreur. Il s'est rendu chez son ex-femme et, sous les yeux terrifiés de ses propres enfants, il a assassiné un homme, pas n'importe qui. Le nouvel époux de son ex-femme, un Suédois de 54 ans nommé Öke Persson. Kim, alors âgé de 45 ans, n'a pas agi sur un coup de tête. Non. Le tribunal a révélé qu'il avait minutieusement préparé ce meurtre pendant 1 à 2 mois. Il avait même fabriqué une gaine sur mesure pour son couteau afin de dissimuler son arme et frapper au moment opportun. Devant les juges, il a justifié son acte par une jalousie incontrôlable. Il ne supportait pas de voir son ex-femme refaire sa vie, encore moins avec un homme suédois. Début 2017, le verdict est tombé. Kim Shaindal a été condamné et incarcéré. Une énième tragédie au sein de cette famille déjà gangrenée par la violence et les meurtres d'honneur. On peut légitimement se demander quelle culture régnait dans cette famille. Quelle idéologie pouvait justifier de tels actes? Mais, soyons honnêtes, ce genre de mentalité ne se limite pas à la famille Shaindal. Ce schéma toxique existe ailleurs, notamment dans certaines familles du Moyen-Orient où l'honneur est encore un fardeau écrasant. Et dans ce climat pesant, seule la Benjamine semble avoir échappé à ce cercle infernal. Tous les autres enfants de la famille sont morts, emportés par cette spirale de violence. Cependant, de cette tragédie est née une lueur d'espoir. Après la mort de Fadim, une organisation nationale a vu le jour, la GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadim, ce qui signifie « N'oubliez jamais Pela et Fadim ». Cette organisation rend hommage à Fadim Shaindal et à Pela Atroshi, une autre jeune fille
assassinée en 1999, elle aussi victime d'un crime d'honneur. Un triste rappel que ces drames ne sont pas des cas isolés, mais aussi un symbole de résistance, pour que plus jamais une femme ne perde la vie au nom de l'honneur. L'accident de Patrick laisse planer un doute glaçant. Sa mort, survenue alors que Fadim tentait d'échapper à l'emprise étouffante de sa famille, semble trop tragique pour n'être qu'une simple coïncidence. Un accident de voiture peut arriver à tout le monde. Mais là, sérieusement, Patrick n'était pas qu'un petit ami de passage. Il incarnait pour Fadim une échappatoire, un espoir, une vie loin des traditions oppressives. Sa disparition brutale a brisé ce fragile espoir. Alors, cet accident était-il vraiment un coup du sort ou quelque chose de plus sombre? Quand on connaît la famille Shahindal, obsédée par l'honneur et prête à manipuler les plus jeunes pour commettre des actes violents, difficile de ne pas imaginer qu'ils aient pu vouloir écarter Patrick, cet obstacle gênant à leur contrôle sur Fadim. Mais voilà, aucune enquête sérieuse n'a été menée, pas de preuves, juste des soupçons. Et dans les crimes d'honneur, où la honte et la peur de perdre la face dictent tout, est-ce si improbable? Ce silence autour de cet accident renforce la légitimité du combat de Fadim. L'organisation GAPF incarne aujourd'hui cette riposte essentielle, offrant une voix et une aide aux filles victimes de violences domestiques. Pourtant, un malaise persiste. Fadim s'est battu avec courage, a dénoncé, a crié. Mais le destin s'est acharné et Patrick, ce rayon d'espoir, lui a été arraché au pire moment. Alors, raconter ces histoires, les exposer encore et encore, c'est espérer qu'un jour, les crimes d'honneur disparaîtront, relégués au rang de sombres souvenirs, et peut-être qu'enfin, Fadim pourra reposer en paix. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.